Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Nicolas Rebord et aujourd'hui, je vous propose d'évoquer la figure d'Hélène Key et plus spécifiquement de son influence visionnaire en pédagogie avec son œuvre majeure et prophétique, Le siècle de l'enfant. Alors, Hélène Carolina Sofia Key est une philosophe, écrivaine, féministe et pédagogue suédoise née le 11 décembre 1849 dans le manoir de Söndholm à Västervik, en Suède, et décédée le 25 avril 1926. À son époque, elle compte parmi les personnalités intellectuelles les plus influentes tant en Europe qu'aux États-Unis. Key vit dans une Suède en pleine transformation sociale et industrielle. Un pays qui passe d'une société rurale et pauvre à une nation moderne et progressiste. C'est l'époque des grands débats sur les droits des femmes, sur le suffrage universel, sur la condition ouvrière et surtout sur la place de l'enfant dans la société. Hélène Key va être une voix pionnière, audacieuse et visionnaire dans tous ses combats, mais c'est surtout par ses écrits sur l'enfance qu'elle va marquer l'histoire de la pédagogie. Alors Hélène Key, qu'on voit ici sur un tableau de 1900 d'Anna Hirsch-Pauli, où elle lit dans la lumière. Née dans une famille de propriétaires terriens cultivés. Son père, Emil Key, est un homme politique libéral qui sera député au Parlement suédois. Hélène grandit donc dans un milieu intellectuel et politique stimulant, où les idées progressistes circulent librement. D'abord enseignante dans une école pour femmes, elle donne ensuite des cours d'histoire, d'art, de littérature dans des instituts pour travailleurs. Elle porte rapidement un grand intérêt pour l'éducation populaire, l'idée que la culture et l'éducation ne doivent pas être réservées aux élites, mais doivent être accessibles à tous. Hélène Key est une femme aux multiples engagements. Féministe, elle milite pour les droits des femmes et le droit de vote. Socialiste, elle s'engage pour la justice sociale. Pacifiste, elle s'oppose à la guerre et milite pour la paix. Mais c'est par ses écrits sur l'enfance et l'éducation qu'elle va acquérir une renommée internationale. Alors au cours de ses nombreux voyages en Europe, Hélène Key visite plusieurs asiles pour enfants abandonnés, des orphelinats et des institutions pour enfants pauvres. Ce qu'elle y découvre la choque profondément, la brutalité, les punitions corporelles, l'autoritarisme, les conditions de vie déplorables. Elle observe aussi la société de son temps avec un regard critique, le travail des enfants, la mendicité enfantine, les mauvais traitements considérés comme normaux dans l'éducation, la situation dramatique des enfants nés hors mariage, la délinquance juvénile qui résulte souvent de ces conditions terribles. Alors ces observations nourrissent sa réflexion. Elle s'interroge. Comment concilier la liberté de l'enfant et l'intérêt collectif? Comment protéger les enfants tout en respectant leur développement naturel? Comment transformer radicalement la société par une réforme profonde de l'éducation? Alors en 1899, au seuil du nouveau siècle, Hélène Key publie son œuvre majeure en suédois, qui est traduit ensuite en français en 1910 sous le titre « Le siècle de l'enfant ». Ce livre est une prophétie, un manifeste, un cri d'espoir. Hélène Key y affirme avec une audace inouïe pour l'époque que le XXe siècle sera celui de l'émancipation des enfants. Alors que le XIXe siècle a été celui de l'émancipation des esclaves, puis celui des droits des travailleurs, le XXe siècle doit être celui où l'on reconnaîtra enfin les droits de l'enfant. Ce livre connaît un succès immédiat et considérable. Il est traduit en au moins 13 langues et devient un best-seller international, particulièrement en Allemagne, en France et aux États-Unis. Il répond aux préoccupations de l'époque et offre des visions d'avenir et des solutions nouvelles à des problèmes sociaux très aigus. L'écrivain Stefan Zweig dira d'elle:
Cette admirable Suédoise qui, avec une audace sans égale, à cette époque de résistance bornée, combattit pour l'émancipation de la femme et qui, dans son livre « Le siècle de l'enfant », avait jeté son avertissement longtemps avant Freud en révélant combien sont vulnérables les jeunes âmes. Alors la conception qu'a Helenki de l'enfant est sur bien des points proches de celle de Jean-Jacques Rousseau que nous avons déjà évoquée dans une vidéo précédente. Comme Rousseau, elle croit en la beauté naturelle de l'enfant, la bonté naturelle de l'enfant, pardon. Libéré du dressage, des contraintes et des punitions des adultes, l'enfant développera naturellement ses qualités innées pour devenir un adulte unique, altruiste et créateur. Elle reprend à son compte l'idée rousseauiste selon laquelle c'est la société qui corrompt l'enfant, naturellement bon. L'éducation doit donc protéger cette bonté naturelle plutôt que de chercher à façonner l'enfant selon des modèles artificiels imposés par des adultes. Qui écrit ceci? Laissez la nature faire tranquillement et lentement son travail et veillez simplement à ce que les conditions ambiantes favorisent ce travail de la nature. Voilà ce qu'est l'éducation. Mais Helenki va plus loin que Rousseau. En ancrant sa réflexion dans les problèmes sociaux concrets de son temps, le travail des enfants, la maltraitance institutionnalisée, la pauvreté enfantine et l'abandon. Helenki prône une approche révolutionnaire pour son époque, une pédagogie douce, bienveillante, sans punition, à l'opposé de l'éducation violente qui était la norme à cette époque. Elle affirme que les punitions et les récompenses sont nuisibles à l'éducation. Alors pourquoi? Parce qu'elle crée une motivation extérieure, artificielle, alors que l'enfant devrait apprendre à agir par motivation intérieure, par compréhension véritable. Elle critique violemment les châtiments corporels, encore très répandus à l'époque, mais aussi toutes les formes de violence psychologique, les humiliations, les comparaisons, les menaces, la peur utilisée comme outil éducatif. Pour Helenki, l'enfant doit être traité avec respect, douceur et bienveillance. L'adulte n'a pas à être un tyran autoritaire, mais un guide attentif et aimant. Alors, si Helenki rejette la punition, comment alors l'enfant apprend-il ce qui est bien ou mal? Par ce qu'elle appelle la sanction naturelle, c'est-à-dire les conséquences naturelles de ses actes. Plutôt que de punir un enfant qui touche quelque chose de chaud, par exemple, on le laisse expérimenter par lui-même que c'est désagréable. Évidemment, dans des limites de sécurité raisonnables, on est tous d'accord avec ceci. L'enfant comprend alors que par l'expérience directe, il apprend par l'expérience directe, pas par une interdiction arbitraire. C'est l'idée de sanction naturelle qu'on retrouvera chez d'autres pédagogues du mouvement de l'éducation nouvelle. C'est une alternative à la punition. Les conséquences des actes enseignent mieux que les châtiments imposés. Si un enfant ne range pas ses jouets, la sanction naturelle est qu'il ne les retrouvera pas si facilement que ça quand il voudra jouer à nouveau. Pas besoin de punir, la vie elle-même enseigne. Cette approche développe chez l'enfant une compréhension réelle des conséquences de ses actions plutôt qu'une simple soumission à l'autorité adulte. Alors, l'expérience plutôt que l'interdiction, Helenki va un peu plus loin. Elle pense que l'enfant doit faire ses propres expériences même s'il se trompe, même s'il échoue. C'est par l'expérience directe, par le tâtonnement, par l'erreur que l'enfant apprend véritablement. Trop d'intervention des adultes empêche l'enfant de développer son autonomie et son jugement propre. Helenki déplore les continuelles interventions des grandes personnes dans la vie enfantine. L'adulte doit créer un environnement sécurisé
où l'enfant peut explorer, expérimenter, découvrir par lui-même. Mais il doit ensuite se retirer et laisser l'enfant vivre ses propres expériences. Cette confiance dans les capacités de l'enfant, cette volonté de le laisser explorer le monde à son rythme, c'est déjà tout l'esprit de ce qu'on appellera plus tard l'éducation nouvelle. Alors pour Hélène Key, l'éducation de l'enfant se fait d'abord et avant tout dans la famille, et particulièrement par la mère. C'est là un aspect de sa pensée qui peut sembler un peu paradoxal pour une féministe, mais qui explique par sa vision le rôle maternel, ou en tout cas sa vision du rôle maternel. Hélène Key est ce qu'on appelle une féministe essentialiste. Elle pense que les femmes ont des qualités naturelles, douceur, sensibilité, capacité d'amour inconditionnel, qui les rendent particulièrement aptes à l'éducation des jeunes enfants. Elle va jusqu'à parler de la mère de la société. Pour elle, le foyer familial doit être un lieu de paix, de tranquillité, où l'enfant peut grandir en sécurité affective. La mère joue un rôle absolument central dans ce développement harmonieux de l'enfant. Cette vision valorise certes le rôle maternel, mais elle peut aussi enfermer les femmes dans ce rôle. C'est une des limites de sa pensée qu'il faut replacer dans son contexte historique. Hélène Key développe une critique extrêmement sévère de l'école de son temps. Écoutons ce qu'elle dit. L'ordre particulier à l'école, sa méthode, son système, sa discipline, avantages proclamés par ses partisans ne sont à mon sens que des inconvénients. Donc pour elle, l'école traditionnelle va à l'encontre du but qu'elle devrait poursuivre. Au lieu d'activer par une force toujours plus grande l'évolution de la vie vers des formes toujours supérieures, l'école actuelle étouffe le développement naturel de l'enfant. L'école impose un ordre artificiel, une méthode uniforme pour tous, une discipline autoritaire qui brise la spontanéité et la créativité de l'enfant. Elle remplace artificiellement l'éducation naturelle qui devrait se faire dans la famille. Hélène Key va jusqu'à prôner l'école à la maison comme alternative à l'école traditionnelle. Selon elle, l'éducation familiale peut offrir tout ce que l'école prétend donner. L'accoutumance au travail, à l'activité organisée, la vie de camaraderie, mais sans les dangers et les inconvénients de l'institution scolaire. Cette critique radicale de l'école fait d'Hélène Key une des voix les plus audacieuses du mouvement de réforme pédagogique. Alors pour Hélène Key, l'éducation ne doit pas préparer à la vie, elle doit être la vie elle-même. L'enfant ne doit pas apprendre des choses abstraites, déconnectées de son existence réelle, de son expérience, mais apprendre par et pour la vie quotidienne. Le but de l'éducation est que les enfants deviennent des individus libres, indépendants, capables de penser par eux-mêmes et d'agir selon leur propre conscience. L'éducation doit aussi développer le sens esthétique, la sensibilité à la beauté, l'appréciation de l'art et de la nature. Hélène Key accorde une grande importance à l'éducation du goût, au développement de la sensibilité artistique. Elle s'intéresse également beaucoup à ce qu'on appellerait aujourd'hui l'éducation populaire. Rendre accessible la culture à tous, pas seulement aux élites. Elle a d'ailleurs enseigné dans des instituts pour travailleurs, cherchant à leur ouvrir les portes de la littérature, de l'art, de la philosophie. Alors l'influence d'Hélène Key ne reste pas théorique. En Suède particulièrement, ces idées vont profondément façonner les politiques publiques concernant l'enfance tout au long du XXe siècle. Dès 1920, ces idées inspirent la définition de 4 principes fondamentaux pour la protection des enfants en Suède. Alors, premièrement, l'école doit prendre en compte, outre la pédagogie,
des éléments de connaissance de la psychologie enfantine, notamment pour identifier d'éventuelles difficultés. Deuxièmement, une protection médico-sociale tournée vers les enfants et leur mère est instituée. Troisièmement, l'enfance et la jeunesse bénéficient d'une protection sociale dédiée. Quatrièmement, la protection psychique de l'enfant et de l'adolescent est considérée comme importante, avec la prévention de la délinquance comme objectif. Alors ces principes directement inspirés des idées d'Helen Key vont structurer le système suédois de protection de l'enfance, qui deviendra un modèle pour de nombreux pays. Alors le succès du siècle de l'enfant, écrit par Key, traduit en 13 langues, fait d'elle une figure internationale du mouvement de réforme pédagogique. En Allemagne, son livre connaît un succès particulier et influence le développement du mouvement de l'éducation nouvelle. En France, ces idées sont discutées dans les cercles pédagogiques progressistes et influencent la réflexion sur ce qu'on appelle à cette époque l'éducation nouvelle. Aux États-Unis, son livre est lu et débattu, contribuant au développement du mouvement progressiste en éducation. Vous l'aurez compris, Maria Montessori elle-même reconnaît avoir été influencée par Helen Key. Dewey, Freinet, dont on a discuté dans d'autres vidéos précédemment, et tous les pédagogues du mouvement de l'éducation nouvelle partagent avec elle des convictions communes, même s'ils ne se réfèrent pas toujours explicitement à elle. Helen Key est véritablement une pionnière, une voix prophétique qui annonçait dès 1900 les transformations qui bouleversent l'éducation tout au long du XXe siècle et bien plus tard. La pensée d'Helen Key comporte aussi des aspects qui font débat, qu'il faut replacer et véritablement replacer dans leur contexte historique. Sa vision du rôle central de la mère dans l'éducation peut sembler aujourd'hui limiter les femmes à la sphère domestique, même si pour elle, c'était une manière de valoriser ce rôle. Sa préférence pour l'éducation familiale sur l'école peut sembler élitiste. Toutes les familles n'ont pas les moyens culturels et matériels d'assurer une bonne éducation à domicile. Sa vision rousseauiste de la bonté naturelle de l'enfant peut sembler parfois naïve. Tous les enfants n'ont pas les mêmes conditions de départ et certains peuvent avoir besoin d'un soutien plus structuré que ce qu'elle peut préconiser. Enfin, certaines de ces idées sur l'eugénisme, courantes à son époque dans les cercles progressistes, sont aujourd'hui totalement inacceptables. Elle s'est intéressée aux théories sur l'amélioration de la race, qui étaient malheureusement répandues au début du XXe siècle. Il faut donc lire Helen Key avec un regard critique en distinguant ce qui reste fécond de ce qui appartient aux préjugés de son temps. Helen Key est une des rares femmes pédagogues de son époque à avoir acquis une renommée internationale. Dans un monde intellectuel dominé par les hommes, elle a su imposer sa voix, ses idées et sa vision. Elle fait partie de ces femmes remarquables qui, au tournant du XXe siècle, ont véritablement combattu pour l'émancipation des femmes et pour une société plus juste. Féministe, socialiste, pacifiste, pédagogue, elle incarne l'intellectuel engagé de son temps. Son audace, son franc-parler, sa capacité à dénoncer les violences éducatives à une époque où ils étaient considérés comme normales, font d'elle une figure courageuse et visionnaire. Alors, trop souvent oubliée aujourd'hui, éclipsée par des figures comme Maria Montessori, Célestin Freinet, Helen Key mérite d'être découverte comme une des voix fondatrices du mouvement de l'éducation nouvelle. Que reste-t-il aujourd'hui d'Helen Key ? Plusieurs de ses intuitions se sont révélées prophétiques. Le XXe siècle a effectivement été le siècle de l'enfant.
Reconnaissance des droits de l'enfant, protection contre les maltraitances, développement de la psychologie de l'enfant, transformation des méthodes éducatives. La pédagogie bienveillante qu'elle prônait est aujourd'hui largement acceptée. Les punitions corporelles sont interdites dans de nombreux pays. L'éducation positive, la parentalité bienveillante sont des mouvements contemporains qui portent ces idées. L'idée de sanction naturelle, de laisser l'enfant faire ses propres expériences dans un cadre sécurisé, se retrouve chez de nombreux pédagogues actuels. Cette critique de l'école traditionnelle reste d'une grande actualité. L'école reste souvent trop rigide, trop uniforme, trop déconnectée de la vie réelle des enfants. Ces réflexions sur l'importance du foyer familial, sur le rôle des parents dans l'éducation, résonnent encore aujourd'hui dans les débats sur la coéducation entre famille et école. Hélène Key fut véritablement une prophète. En 1900, elle annonçait que le siècle qui s'ouvrait serait celui de l'enfant. Elle avait raison. Le XXe siècle a vu la reconnaissance progressive des droits de l'enfant, culminant avec la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Il a vu le développement de la psychologie de l'enfant, la compréhension scientifique du développement infantile, l'attention portée au traumatisme de l'enfant. Il a vu la transformation progressive des méthodes éducatives, le passage d'une éducation autoritaire et violente à une éducation plus respectueuse de l'enfant. Il a vu la lutte contre le travail des enfants, contre les maltraitances, pour la protection véritable de l'enfance. Hélène Key a été une des premières voix à annoncer toutes ces transformations. Une visionnaire qui, dès le seuil du siècle nouveau, a su voir ce qui allait advenir et a contribué à le faire advenir. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une toute belle suite à vous et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo.